sûrement la question que je reçois le plus. On va pas se mentir, il y a énormément de choix. Beaucoup trop même. Dans cette vidéo, je vais vous donner les boîtiers et accessoires que j'achèterais personnellement si je recommençais tout demain. Ok, parlons d'abord boîtier. Si j'avais un petit budget, disons moins de 1000 € et que mon but ultime était de soit de vivre de la vidéo, soit de faire de la création de contenu, je prendrais le ZVE10 II sans hésiter. Pour moi, c'est l'un des boîtiers les plus sous-cotés du marché. Ça va être le boîtier vraiment parfait pour faire de la créa de contenu. Il est optimisé pour ça. Déjà parce que c'est un boîtier qui est ultra léger. Il fait 400 grammes, objectif de kit inclus. C'est un 16-50, donc le tout fait 400 grammes, ce qui est fou. Bien sûr, on va pouvoir changer les optiques. On est sur un capteur APS-C, c'est le même capteur que la FX30 et la 6700, donc un très bon capteur. Pas de crop en 4K 25 et un crop de 10% en 4K 50. On a le bon vieux S-Log 3, donc ça c'est très positif. On a aussi le S-Cineton pour ceux qui préfèrent. On va aussi pouvoir filmer en 4:2 10 bits dans tous les modes. Seul inconvénient à mon sens, il en faut bien un pour un boîtier à moins de 1000 €, il est à 999 € en ce moment, c'est que le capteur n'est pas stabilisé. On a deux modes de stabilisation électronique, le mode standard qui est plutôt pas mal, et si on veut activer la stab encore plus prononcée, ça va venir cropper assez fortement dans le capteur. Donc voilà, faut le savoir, si vous voulez faire du grand angle en utilisant la stab active, faut vraiment prévoir des optiques très grand angle. En basse lumière, alors j'ai pas trouvé l'info par rapport au dual ISO, je pense qu'il n'y a pas de dual ISO scientifiquement on va dire. Par contre j'ai fait des tests et sachant aussi que c'est le même capteur que la FX30, on voit que quand on passe à 2500 ISO, l'image elle est vraiment propre. Et voilà, en prenant tout ça en compte, c'est vraiment un très bon boîtier et je sais pas pourquoi il est pas plus populaire que ça en France. Pourquoi je vous disais qu'il est optimisé pour la création de contenu, il y a plusieurs choses, mais déjà l'écran quand on le passe en vertical, les menus switch automatiquement, donc ça c'est hyper confortable. C'est pas le cas sur tous les boîtiers Sony, loin de là. Et si vous débutez complètement dans la vidéo, ils ont même rajouté des options pour venir paramétrer le boîtier sans forcément vous y connaître en termes de réglage. Par exemple, pour venir rajouter du flou, voilà, avec cette jauge là, ça va jouer sur l'ouverture, mais voilà, vous n'avez pas besoin de connaître tous ces réglages. Ils ont ajouté tout ça pour vraiment s'adresser aux débutants, même si personnellement, vous le savez, je vous recommande de vraiment l'utiliser en mode manuel. C'est là où vous allez pouvoir tirer le meilleur de ce boîtier. Toujours dans l'esprit de simplifier le boîtier au maximum, il y a aussi ce petit bouton qu'ils sont venus mettre sur le dessus pour pouvoir jouer justement sur le flou d'arrière-plan. Donc voilà, on peut se mettre en net, en flou. Il y a pas mal de monde qui récemment m'a dit mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on prendrait un boîtier comme ça plutôt que les derniers smartphones, parce que les smartphones sont de très bonne qualité, tout simplement parce que on peut pas changer d'optique sur un smartphone. En tout cas tout sera digital. Là on va pouvoir mettre tout le parc optique de chez Sony, de chez Tamron et Sigma aussi d'ailleurs j'ai envie de faire une tentative là. 200, 600, j'ai juste envie de voir à quoi ça ressemble en fait, de mettre un petit ZVE10 II dessus. Voilà l'avantage d'avoir un boîtier et pas un smartphone. On peut mettre toutes les optiques qu'on veut dessus. Là, je pourrais faire des images animalières à 600 mm. En plus, je suis en APS-C, donc j'aurai vraiment un zoom encore plus prononcé que celui-là. Et voilà, les smartphones ne remplaceront jamais les boîtiers. À cause de ça, grâce à ça plutôt. Petite parenthèse, vous l'avez sûrement vu, mais dans cette vidéo, on a utilisé pas mal de différentes animations. Et pour les faire, on a utilisé un site que j'ai très peu utilisé ces dernières années, mais je me rends compte à quel point c'est quand même une belle dinguerie, c'est Motion VFX. Ils sponsorisent aujourd'hui cette vidéo, et surtout, en ce moment même, ils font la plus grosse promo de l'année. Il y a jusqu'à 50% de réduction, et c'est pour ça que je voulais vous en parler maintenant. Il y a des centaines de templates pour tous les différents logiciels de montage, notamment DaVinci. En gros, c'est un système de paiement unique pour chaque template, donc ici, il n'y a pas de système d'abonnement, on achète le template qu'on veut et honnêtement le travail qu'il y a derrière chaque template c'est ultra impressionnant. Il y a vraiment de tout, il y a des templates pour les mariages, pour les vidéos immobilières, il y a des luttes, il y a des overlays, des transitions, mais pour moi là où ils arrivent à vraiment se différencier c'est que derrière chaque template il y a énormément d'assets. Regardez tout ce qui vient avec ce pack, tout est inclus dedans et ce qui est très pratique aussi c'est que ça vient avec des vidéos tutoriels pour tout installer, pour voir comment personnaliser tout ça, donc ça c'est vraiment agréable. Bref, comme je vous l'ai dit, en ce moment il y a jusqu'à 50% de réduction. Donc si vous voulez aller tester ça, je vous mets le lien dans la description. Merci énormément à eux de sponsoriser cette vidéo. J'ai quand même envie de vous recommander un ou deux autres boîtiers au cas où votre budget est plus élevé que 1000 €. Imaginons que vous avez un budget de, on va dire, moins de 2500 €. Je serais obligé de vous recommander le Nikon ZR. Pour moi, c'est la plus grosse surprise de 2025. C'est pour moi un boîtier qui est révolutionnaire. C'est la première collab depuis que Nikon a racheté Red. Donc on a
les deux petits logos derrière Nikon et Red. On va retrouver le profil d'image, le Red Code RAW dans un boîtier à 2350 €, ça c'est incroyable. Capteur plein format. Et pour moi, les deux features qui vraiment font que ce boîtier est révolutionnaire, déjà c'est cet écran monstrueux. Je pense que vous êtes déjà au courant. On a un écran de 4 pouces. C'est une première hein, sur un appareil comme ça. C'est du jamais vu quasiment. 4 pouces, c'est quasiment l'équivalent des moniteurs qu'on utilise sur nos boîtiers. Hein, le Shinobi, l'Atomos, le Ninja 5. Ils font tous 5 pouces. Et là, on a 4 pouces directement intégrés sur le boîtier. C'est une dinguerie. Et deuxième feature que j'adore, c'est le 32 bits flottant. C'est-à-dire que maintenant, on va pouvoir enregistrer notre audio presque comme un format RAW. Plus besoin de se soucier si nos niveaux audio sont bons. Dans tous les cas, en post-prod, on pourra les ajuster et on perdra aucune information, que ce soit trop fort ou pas assez fort. Si vous avez des autres optiques d'autres marques, par exemple moi avec Sony, vous allez pouvoir prendre ce petit truc magique, le fameux Megadap, pour pouvoir adapter toutes vos optiques Sony et les mettre sur votre Nikon ZR. La qualité est exactement la même. La seule chose qu'on va perdre un tout petit peu, c'est les performances en autofocus. Mais vraiment, c'est très léger. J'ai fait pas mal de tests là-dessus parce que c'est une question que j'ai beaucoup reçue. Et honnêtement, ça fait vraiment bien le boulot. Donc ça, c'est vraiment incroyable. Bon, j'avais pas prévu de le faire, mais je vous recommande quand même des boîtiers si le budget est encore plus élevé que ça. Bon, on n'est plus trop sur des profils débutants, hein, parce que sur le titre, j'ai mis débutant normalement. Là, je passe sur d'autres budgets, mais si vous avez un budget qui est, disons, moins de 3500 €, je vous recommanderais, là pour le coup, le Lumix S1 II que j'ai beaucoup utilisé cette année. Et depuis, je tourne beaucoup de mes vidéos YouTube dessus pour quelques simples raisons. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, le V-Log, je pense que c'est la principale raison. Le V-Log de chez Panasonic, pour moi, c'est l'un des plus beaux profils d'image. Quand on applique le Rec 709 en post-prod, c'est du beurre pour les yeux. C'est vraiment agréable, les couleurs sont magnifiques. On a un capteur plein format qui est semi-empilé, des capacités en basse lumière qui sont vraiment impressionnantes. Le dual ISO, il est à 640 et à 5000, mais quand on monte dans les ISO jusqu'à 12008, c'est vraiment magnifique. Vraiment en basse lumière, c'est un boîtier qui est très performant. Et au moins, on n'a pas la fameuse réduction de bruit à 12800 que Sony a sur sa FX3, parce que oui, à 12800, il n'y a pas de bruit, par contre, il y a une réduction de bruit. Ça veut dire qu'on va peut-être perdre un petit peu en piqué. Ici, pas de réduction de bruit, donc on a peut-être un tout petit peu plus de bruit que sur la FX3 et l'image est très très belle. Donc le S1 II, c'est un boîtier très solide que je vous recommande. Et si, allez, je finis en beauté, si jamais vous avez un budget qui est de plus de 4000 €, suspense. En fait, il n'y avait aucun suspense, vous le savez très bien. Je recommande encore et toujours la FX3, même 4 ans après. Elle est juste indétrônable sur plein d'aspects. Le dual ISO, même si on a cette fameuse réduction de bruit, ça reste incroyable de voir mieux sur un boîtier qu'avec nos propres yeux. La 4K 120 sans crop du tout. Son ergonomie ciné, ses pas de vis un petit peu partout. Bon là j'ai rajouté la cage dessus, mais on a des pas de vis intégrés directement dans le boîtier comme vous pouvez le voir. Je vais pas m'attarder dessus, mais c'est encore aujourd'hui le boîtier référence dans cette catégorie de prix. Allez, on va passer aux objectifs. Si jamais vous décidez de partir sur le ZV-E10 II, l'objectif kit c'est le 16-50 avec une ouverture variable de f3.5 à f5.6. Sachez que le prix du boîtier et de l'objectif, on est à 1200 €, donc franchement honnête. L'optique est minuscule, ça c'est grâce à son ouverture variable, donc pas forcément très confortable d'avoir une ouverture variable, surtout si c'est votre métier. Là on est sur du 16-50, donc équivalent peut-être 24-70, sachant qu'il va y avoir un crop. Mais voilà, c'est tellement confortable d'avoir une optique qui est aussi compacte que ça. J'aimerais bien vous le donner pour que vous le pesiez, parce que 400 grammes, c'est rien du tout. Donc ça peut être un très bon choix pour vous. Et comme je vous le disais, l'avantage d'avoir un boîtier à objectif interchangeable, c'est qu'on va pouvoir mettre des optiques qui sont plus chères. Je vais vous en recommander quelques-unes. Vraiment, j'ai réfléchi à ce que je pouvais vous recommander en termes d'optique quand vous débutez. Moi, ma façon de penser, c'est qu'il vaut mieux peut-être faire l'effort d'investir un petit peu plus pour prendre quelque chose que vous allez garder sur le long terme. En tout cas, ça a été ma façon de faire. Après 6 ou 7 ans à faire ce métier, il y a certaines optiques que j'ai gardées, notamment ce 70-200 f4. Je suis toujours pas passé sur le 2.8, c'est vraiment l'une de mes premières optiques ça, et j'utilise encore aujourd'hui. Mais voilà, si j'avais une optique aujourd'hui à vous recommander, ce serait le 16-35 f4 de chez Sony. Je sais pas, j'ai jamais vraiment été habitué à utiliser du Tamron ou du Sigma, c'est pour ça que vous m'entendez beaucoup parler des objectifs de chez Sony. Et je trouve que ce 16-35 f4, il est vraiment sous-estimé. Il est bien moins cher que le f2.8, quasiment 2 fois moins cher, il est à 1350 €. Le f2.8, il est à 2500 €. Sacré trou dans le portefeuille ça. J'adore cette focale de 16-35 par exemple. Ici, je dois être à peu près à 20. De pouvoir avoir un 16 mm, ça me sert dans tellement de situations différentes
que ce soit pour mettre en avant un espace intérieur, vidéo immobilière, vidéo hôtelière. Ça peut aussi nous permettre de filmer des paysages. C'est hyper pratique pour parler à la caméra si vous voulez faire un petit peu de vlog. C'est juste une focale qui est très immersive que j'utilise énormément et on va du coup pouvoir aller jusqu'à 35 pour réussir à faire peut-être un petit peu plus de portraits. Certes, si vous faites une vidéo événementielle, peut-être que vous allez être un petit peu limité si vous voulez avoir des émotions. Là, vous pourrez pas forcément. Et c'est pour ça que le deuxième objectif que je recommanderais, ce serait un 24-70. Moi, aujourd'hui, je l'ai en f2.8. C'est un sacré investissement. Mais sachez qu'il existe aussi en f4 et je l'ai gardé pendant de nombreuses années en f4. Forcément, qui sera beaucoup moins cher. Allez, je voulais vous parler de quelques accessoires aussi que j'utilise au quotidien. Ça, c'est nouveau. Je viens juste de le recevoir. Je voulais vous en parler parce que je pense que ça va vous intéresser. C'est le nouveau système de filtre ND de chez Nisi qui s'appelle les Jet Mag Pro. Donc, en fait, c'est pas mal de filtres qu'on va pouvoir venir emboîter sous forme d'aimant. En fait, tout est aimanté. Je vous liste tout dans la description, sinon vous n'allez pas vous y retrouver. Mais tout ça, en gros, c'est un seul kit pour réussir à retirer les filtres. On a juste à tourner. Il faut juste pas que les petits trucs ici soient alignés. Après, on vient tirer et tout s'enlève. Et du coup, on va pouvoir mettre le filtre ND variable qui se cache ici directement sur le boîtier. Donc pareil, on a un petit truc qu'on vient visser sur notre optique. Je peux venir aimanter en vraiment moins d'une seconde le filtre sur mon boîtier. Ça fait longtemps que je cherchais un système comme ça parce que moi j'étais encore en train de visser mes filtres. Donc voilà, on gagne quand même du temps à faire ça à chaque fois. Donc là, j'ai mon filtre de 1 à 5 stops et l'avantage de cette gamme, c'est qu'on va pouvoir par exemple venir rajouter un filtre mist. Donc là, c'est un mist 1/8. Voilà. J'ai littéralement juste à le mettre dessus. J'aligne tout pour que ce soit safe et pour pas que ça s'enlève sans faire exprès. Et voilà, j'ai mon filtre ND avec le mist au-dessus. Si on fait une petite pause pendant le tournage, je peux venir prendre le petit capuchon, l'aimanter dessus. Voilà. On peut ranger le boîtier sans trop de problèmes. C'est sûr que cette gamme, c'est une nouvelle gamme. Elle est plus onéreuse que peuvent l'être d'autres filtres. Là, on est à 430 €, tout inclus là, avec la petite sacoche de transport, etc. Et si vous n'avez pas forcément le budget à mettre là-dedans, sachez que Nisi font aussi pas mal d'autres filtres, dont celui-ci que j'ai utilisé pendant des années. C'est le True Color de 1 à 5 stops aussi, celui-là, il me semble. Là, on est sur un filtre à 219 €. C'est sûr que c'est pas donné. Par contre, c'est vraiment pour moi, à l'heure d'aujourd'hui, l'un des meilleurs systèmes de filtres, tout simplement parce que, comme son nom l'indique, True Color, on perd pas les couleurs, il n'y a pas de changement de ton, comme peuvent le faire beaucoup de différents filtres. Très souvent, on tend un peu vers les tons orangés, jaunâtres quand on utilise des filtres ND. Ici, on n'aura jamais ce problème-là. Pas de problème non plus de cette fameuse vignette qui apparaît sur les côtés de notre image. Donc, c'est un budget, mais ça change vraiment beaucoup le rendu final. Donc, c'est vraiment primordial d'avoir des bons filtres ND. C'est pour ça que je vous recommande la marque Nisi et notamment ces deux gammes. Autre accessoire que j'utilise au quotidien, c'est ces fameux micros qu'on vient mettre sur la prise flash de nos boîtiers. Donc là, c'est la prise de chez Nikon. D'ailleurs, c'est un tout nouveau micro qui est sorti cette année en même temps que le Nikon ZR. Donc ça, on peut venir le mettre directement sur la prise flash. Pas besoin de câble, ça c'est pratique. Pas besoin de batterie non plus parce que c'est alimenté par la batterie du boîtier. J'ai le micro similaire quand je me sers des boîtiers Sony qui est le ECM B1M. Jamais compris pourquoi tous ces chiffres et tous ces numéros. Bref, ces micros-là, vraiment, je vous les recommande. Les micro-cravates, très important aussi, je m'en sers tout le temps. J'ai pris les DJI Mic Mini que j'ai même pas encore déballé. Ça, ce sera pour les tournages où j'ai vraiment besoin que le micro soit ultra discret et tout léger. Mais je vous recommande aussi les DJI Mic 3 qui ont intégré le fameux 32 bits flottant en interne. Vous savez, ce petit truc qui permet de pouvoir parler fort ou parler tout doucement et de pouvoir récupérer les niveaux audio en post-prod. Rien que pour cette feature, ça vaut le coup de passer sur les Mic 3. Je voulais vous parler des lumières dans cette vidéo, mais je vais pas le faire tout simplement parce qu'il y aurait trop de choses à dire. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'avoir une vidéo dédiée sur les lumières que j'utilise en ce moment. J'ai une passion lumière. Je sais pas pourquoi, j'adore travailler la lumière. J'ai pas mal de nouveaux éléments un petit peu partout là qui sont vraiment pratiques. Je sais pas si vous avez vu ce petit effet aussi. C'est une petite nouveauté que j'ai reçue récemment. Bref, dites-moi si ça vous intéresse qu'on parle de tout ça dans une prochaine vidéo. Donc voilà pour les kits que je recommanderais à un vidéaste débutant. Au final, on a un peu bifurqué sur des budgets plus hauts aussi pour ceux qui ont des budgets plus élevé. Il y a un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir quel boîtier vous choisiriez aujourd'hui si vous recommenciez dans la vidéo. C'est vraiment intéressant pour tous ceux qui débutent dans la vidéo parce que vraiment c'est une jungle. Il y a trop de sorties, il y a trop de matos en ce moment. Tant mieux pour nous, les petits geeks de matos que nous sommes. Comme d'habitude, si vous avez la moindre question, mes commentaires sont ouverts, je répondrai avec grand plaisir. Merci beaucoup si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo. Moi je vous dis à la semaine prochaine les potes pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao ciao.